Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, je te laisse la parole, Yann. Très bien, merci Lorraine, merci du coup pour l'équipe PDS pour l'invitation et pour toutes les personnes présentes de venir assister à cette présentation. Donc comme Lorraine l'a dit, j'ai réalisé cette thèse donc encadrée par Mireille et Marion, soutenue aussi donc financée par INRAE, par le département SAD qui est maintenant ACT et par l'ADEME et également financée via Marion par l'ITAB, qui a financé le travail de Marion. Donc ma thèse s'intitule Une démarche de co-conception d'innovation du système de culture au système agroalimentaire pour une gestion agroécologique des bioagresseurs en maraîchage provençal. Je vais commencer par vous présenter le plan de ma présentation. Donc, je vais commencer par l'état de l'art. Puis, je vais vous présenter ma démarche, les résultats sur l'analyse sociotechnique, les ateliers de conception, et ensuite une discussion d'ensemble. Tout au long de la présentation, vous pourrez suivre sur le bandeau de gauche. Et du coup, l'analyse sociotechnique et les résultats des ateliers de conception correspondent à mes chapitres de résultats. J'ai oublié de le préciser. Donc, je pars du constat qu'il y a un changement difficile vers une protection agroécologique des cultures, via le fait qu'il y a un usage massif de pesticides impactant pour l'environnement et la santé humaine. Il y a certes donc la protection agroécologique des cultures qui est proposée comme alternative, comme une alternative qui est assez pertinente dans la littérature, une alternative du coup à l'usage des pesticides. Mais le changement de pratique vers l'agroécologie est confronté à un ensemble de freins interconnectés, en particulier au niveau de la filière et du territoire. Ça m'amène à poser mon problème initial qui est comment accompagner le changement de pratique vers une protection agroécologique des cultures, tout en levant les freins à leur changement au niveau de la filière et du territoire, qui sont deux échelles qui ont été jusque-là peu traitées par les agronomes, contrairement aux échelles de la parcelle, d'exploitation, donc système de culture, système de production, qui sont des échelles plus classiques pour les agronomes. Donc pour répondre à ce problème initial, j'ai réalisé un état de l'art des échelles et déterminants influençant le choix des pratiques agricoles. Et cet état de l'art me permet de poser le fait que les pratiques résultent d'interactions multi-échelles et multi-acteurs. D'abord au niveau de la parcelle, avec donc au sein du système de culture, qui est intégré au niveau du système de production au sein de l'exploitation agricole, elle-même intégrée au sein du territoire et exploitation connectée, du coup au sein du système alimentaire territorial et sectoriel. Donc, je vais définir comme le système englobant les acteurs locaux des filières, mais aussi le conseil technique, les politiques publiques territoriales, les consommateurs et la société civile d'un secteur de production donnée, avec un ancrage territorial important. C'est-à-dire que l'essentiel des interactions se trouve dans le territoire, bien que d'autres aillent plus loin, au-delà de ce territoire, par exemple dans d'autres pays. Dans le cas de circulant, c'est assez classique. Enfin, il y a une échelle globale au-dessus qui va influencer la manière dont les différentes échelles inférieures, donc, que je viens d'énoncer, déterminent les pratiques. Donc, à chacune de ces échelles, il y a des déterminants qui freinent ou facilitent le changement de pratique. Je vais vous le montrer sur l'exemple de la pratique d'épandage d'amendements de qualité en vrac, qui est une pratique agroécologique alternative utilisée en maraîchage sous abri provençal. Donc au niveau de la parcelle, on peut avoir des infrastructures, donc typiquement l'abri, la serre, qui peut limiter l'utilisation d'un épandeur à amendement en vrac du fait de la structuration de cet abri. Au niveau de l'exploitation agricole, la disponibilité des ressources matérielles, donc le fait d'avoir ou non cet épandeur d'amendement en vrac, va également freiner l'adoption de cette pratique. Au niveau du territoire et des espaces connectés, la disponibilité des ressources matérielles, donc la disponibilité en amendement en vrac,
en matériel, et les ressources cognitives, donc par exemple la connaissance sur quel type d'amendement en vrac on peut apporter, à quel moment. Donc ces éléments-là peuvent être limitants et donc freiner l'adoption de cette pratique d'épandage. Et enfin, les dynamiques commerciales globales vont par exemple influencer le prix d'alternatives aux amendements en vrac, donc des amendements en bouchon, les rendre moins chers, et donc ce qui va aussi freiner l'adoption de cette pratique. Donc on revient à un ensemble de freins interconnectés qui conduit à un verrouillage. Et inversement, ces déterminants peuvent être des ressources. Par exemple, au niveau de la disponibilité des ressources matérielles, on peut avoir un gisement important d'amendements en vrac, qui va du coup constituer une ressource sur laquelle on peut s'appuyer pour faciliter le changement de pratique. Ce type de verrouillage que je viens de décrire, on le retrouve dans de nombreux autres cas, et c'est responsable du fait qu'avoir un système agroalimentaire qui facilite le changement de pratique, c'est un inconnu désirable, parce que on ne sait pas vraiment à quoi il ressemble, et on ne sait pas non plus vraiment comment s'y prendre pour l'atteindre. Le fait de... Ah, pardon, j'ai un petit logiciel que j'ai oublié de couper. Hop. Voilà. Donc, je reprends du coup aller donc processus pour enfin, du coup accompagner le changement de pratique passe donc par désolé, il faut que je reprenne mon fil. Donc aller vers donc ce système de facilitant le changement de pratique, c'est un inconnu désirable, et atteindre cet inconnu désirable, c'est un processus de conception quand on va devoir combiner des nouvelles connaissances pour créer un objet qui est jusqu'à présent inconnu. Et donc du coup, accompagner le changement de pratique passe donc par concevoir donc, ces changements, non seulement à l'échelle du système de culture et de production, mais aussi à l'échelle du système alimentaire pour faciliter le changement de pratique. Hop. Alors, donc cette conception, du coup, d'éléments nouveaux, donc d'innovation aux différentes échelles, de réaliser de manière coordonnée pour lever ces différents freins interconnectés dont on a parlé. Et donc, on va chercher à réaliser un processus pour lever ce verrouillage. Il faut passer par un processus de conception d'innovation couplée, qui est un concept qui a été défini initialement par Ménard et al. 2017 sur le cas du coup qui s'est focalisé sur le cas de la transformation, le couplage entre le changement de pratique agricole et la transformation. Salambier et al. 2020 a élargi du coup ce concept à un couplage entre l'amont de la filière et les pratiques agricoles. Et moi, je propose d'élargir encore ce concept du coup à la conception coordonnée d'éléments nouveaux entre échelles et ou acteurs, mais en prenant en compte toutes les parties prenantes du système agroalimentaire territorial et sectoriel. Donc également l'administration, les services, les eaux d'exploitation, la société civile. Je propose aussi un deuxième élargissement qui est de considérer que c'est pas la conception d'innovation couplée, c'est pas un processus de conception coordonnée d'innovation. Enfin, chaque élément ne sont pas forcément innovantes en elles-mêmes, mais ce qui est important, c'est que l'ensemble des éléments fassent innovation. Donc, je parle plutôt de conception coordonnée de solutions qui, ensemble, vont faire innovation. Donc, ces éléments m'amènent à poser ma première hypothèse heuristique, qui est que l'accompagnement du changement de pratique peut être abordé comme un problème de conception d'innovation couplée. Et pour explorer cette hypothèse heuristique, qui n'est pas une hypothèse que je vais tester, mais une hypothèse pour l'exploration, je me base sur un cas d'étude exploratoire. Donc ce cas d'étude, c'est la gestion des bœufs agresseurs telluriques en maraîchage sous abri provençal. Je l'ai choisi parce que j'ai choisi en particulier de m'intéresser aux nématodes à gales, parce qu'ils représentent réalisent des dommages sur 40% de l'exploitation en PACA, avec des dommages importants sur les récoltes, de 10 à 50% de pertes. Et pourquoi les nématodes à gales? Donc parce que
aussi parce qu'il y a les techniques de contrôle de ces nématodes sont les mêmes que les techniques de contrôle des autres bioagresseurs. Ça m'a permis de centrer mon travail. La gestion de ces nématodes à Galles se fait essentiellement par deux ensembles, peut se faire essentiellement par deux ensembles de pratiques. La désinfection drastique des sols, qui va s'appuyer sur des nématicides de synthèse ou de la désinfection vapeur, et ce que je vais appeler gestion agroécologique de la santé du sol, qui s'appuie sur un ensemble de pratiques qui va mobiliser trois mécanismes principaux. Les techniques visant à éliminer les individus de bioagresseurs présents, les techniques pour favoriser les antagonistes des bioagresseurs, les techniques pour empêcher la diffusion et reproduction des bioagresseurs. Par exemple, combiner la solarisation, qui permet d'éliminer les individus présents, l'apport de matière organique fermentescible, qui va favoriser les antagonistes, des couverts pièges et des espèces variétés mauvaises ou non hôtes qui vont empêcher la reproduction des bioagresseurs. Donc, je m'intéresse au bassin maraîcher provençal, donc qui se situe dans la région d'Avignon, qui est un bassin maraîcher qui est spécialisé sous abri, avec des systèmes de culture qui sont très spécialisés sur astéracées, donc salade, cucurbitacées et solanacées, qui sont toutes des cultures sensibles aux nématodes à Galles. Donc, c'est des systèmes qui vont amener à une forte pression des nématodes à Galles. Au niveau de l'exploitation, on a une littérature qui nous montre qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent freiner le changement de pratique. Donc une charge de travail importante, une forte technicité de la production sous abri et une complexité organisationnelle importante. Au niveau des territoires et espaces connectés, également des éléments de littérature qui nous mentionnent des freins importants de l'aval. C'est pour ça que j'ai choisi de m'intéresser en particulier au système en circuit long. Donc on a effectivement des sciences fortes de la distribution qui peuvent contribuer à freiner le changement de pratique. Donc, ça m'amène à poser une deuxième hypothèse heuristique, qui est que le changement de pratique vers une gestion agroécologique des bioagresseurs telluriques en maraîchage sous abri en circuit long est confronté à un ensemble de freins interconnectés de la parcelle à une échelle globale. Ces freins peuvent être dépassés par la conception et l'implémentation d'innovations complètes. Je vais vous présenter maintenant comment je me positionne par rapport à ce qui existe comme méthode et théorie pour la conception d'innovation complète. Donc, il y a un certain nombre de travaux sur les analyses multi-échelles de problèmes agricoles qui posent des cadres qui ne sont pas centrés sur les pratiques et en grande partie implicites quant au passage du cadre d'analyse à la grille d'analyse. Il y a un certain nombre de travaux sur la conception coordonnée multi-échelle et multi-acteurs, par exemple la méthode Rio de Boss et al. 2009. Et il y a des travaux sur la théorie de la conception donc, que j'ai mobilisé et qui me permettent de poser le fait qu'il y a un enjeu pour dépasser les fixations. Les questions étant des biais cognitifs conduisant les participants à mobiliser des idées communes cadrées par un cadre cognitif souvent partagé. Donc il y a un enjeu de dépasser les fixations pour dépasser le verrouillage dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a un enjeu également d'hybrider les connaissances et de faciliter l'échange entre acteurs. Donc toujours faciliter cette conception d'innovation et dépasser le verrouillage. Il existe donc des méthodes, donc la track d'innovation pour la conception, qui a été essentiellement réalisée sur des systèmes de culture, et des jeux sérieux, l'utilisation de jeux sérieux pour gérer collectivement un problème complexe. Donc ça m'amène à poser ma troisième hypothèse heuristique, qui est que combiner ces différents dispositifs, analyse, atelier de conception, track, jeu, permet de concevoir des innovations couplées en tenant compte de toutes les échelles et acteurs impliqués. Ce qui m'amène à mes questions de recherche. Donc, les trois premières questions de recherche concernant des étapes du processus de conception, et la quatrième concernant l'ensemble de ce processus. Donc, par la suite, je vais me concentrer sur la question de recherche 1 et 4 qui me permettront d'aborder les éléments clés du processus de conception et à la marge les contributions des réponses, des contributions aux questions de recherche 2 et 3. Donc, tout d'abord, ma première question de recherche est quels déterminants et processus sociotechniques sous-jacents empêchent ou favorisent le changement de pratique vers des pratiques agroécologiques.
de gestion des nématodes à gales en maraîchage provençal sous abri et comment les analyser. Deuxième question est quelles sont les innovations existantes à l'échelle du système agroalimentaire territorial pouvant faciliter le changement de pratique? La troisième, donc la première, vous avez compris, concerne surtout l'analyse. La deuxième concerne la traco-innovation. La troisième porte sur l'utilisation du jeu sérieux. Donc, quel jeu sérieux pour faciliter le processus de conception d'innovation couplée? Et la quatrième, du coup, sur l'ensemble du processus, quelle solution pour une gestion agroécologique des nématodes à gales étendue à la majorité du secteur maraîcher provençal et comment les concevoir et les évaluer à de multiples échelles? Donc, ça m'amène à poser ma démarche de thèse. Donc, d'abord, j'ai réalisé une approche compréhensive basée sur essentiellement des données qualitatives. Donc, ces données viennent de 4 modes de collecte de données. Donc, l'utilisation d'enquêtes, d'ateliers de co-conception avec les acteurs, l'exploration de la littérature et une observation participante des réunions techniques et scientifiques. J'ai utilisé ces 4 méthodes de collecte de données pour répondre à la première question de recherche. J'ai utilisé les enquêtes et la littérature pour répondre à la deuxième question de recherche et les ateliers de conception pour répondre à la question de recherche 3 et 4. Donc maintenant, je vais vous présenter vraiment l'ensemble de processus que j'ai mené, donc processus de co-conception. Donc j'ai commencé par réaliser une analyse sociotechnique avec une phase initiale basée sur les enquêtes, observations participantes, la littérature, une phase d'affinage grâce aux ateliers. Cette analyse sociotechnique m'a permis de guider l'exploration pour réaliser une track initiale que j'ai ensuite fouillée donc, à travers l'encadrement d'un stage. Et elle a permis également de caractériser du coup, les freins, les ressources, les leviers potentiels et les parties prenantes pour nourrir l'activité de conception de solutions. Je fais une différence entre le processus de co-conception qui est l'ensemble et l'activité de co-conception qui sera vraiment les ateliers. Dans ce processus d'activité de conception, j'ai un élément particulier qui est la conception et l'utilisation du jeu sérieux, qui a permis de partager cette analyse technique et les connaissances décalées issues de la track. L'utilisation du jeu est intégrée dans un ensemble de 4 ateliers de 3 différents types, qui m'a permis de valider et compléter l'analyse technique et de produire les innovations couplées avec les acteurs. J'ai réalisé ce processus de conception conjointement avec le secteur bio et non bio sur mon territoire. Dans la suite, je vais vous présenter les résultats issus de l'analyse technique et de l'activité de conception de solutions. Je vais me centrer sur 2 thèmes techniques, sur les résultats qui concernent 2 thèmes techniques, la gestion agroécologique de la santé du sol et les espèces, l'introduction d'espèces et de variétés mauvaises ou à non-notes, car ils sont parmi ceux qui présentent le plus de freins à leur implémentation. Donc tout d'abord, les résultats sur l'analyse sociotechnique comme base pour la conception. On situe en haut. Donc, d'abord, comment est-ce que je suis pris? Donc, le cas d'étude, j'ai extrait les données par les différentes méthodes dont je vous ai parlé. Et l'état de l'art m'a permis de construire un cadre conceptuel et analytique, qui m'a permis de construire des guides d'enquête, guides d'observation, green analyse, qui ont permis de récolter et d'analyser les données, donc d'identifier les freins au changement de pratique, les ressources, les parties prenantes et leur rôle, les processus sociotechniques et les leviers potentiels. Je vais me concentrer dans les résultats sur les 4 premiers thèmes. Et tout d'abord, je vais vous présenter mon cadre conceptuel et analytique. Donc, il articule 2 cadres complémentaires qui approchent de manière différente les mêmes éléments. Le cadre de gauche, du coup, vous le reconnaissez, c'est le cadre d'analyse des déterminants multi-échelles que j'ai introduit précédemment. Le cadre de droite, c'est le cadre de la perspective multiniveau de Reels, que je vais appliquer au changement de pratique. Donc, il
Rails pose le concept de régime sociotechnique, donc qui est constitué d'un ensemble d'acteurs structurés grâce à un ensemble d'éléments qui sont, quand je l'applique au cas agricole, à des artefacts, des règles, qui sont des déterminants du changement de pratique présentés à gauche. Et c'est dans ce régime technique, donc on a cet ensemble d'acteurs structurés autour d'une technologie qui, dans mon cas, je posais que cette technologie est un ensemble un ensemble cohérent de pratiques agricoles. La niche technologique est, elle, également un ensemble d'acteurs plus faiblement structurés autour d'une technologie alternative, donc un ensemble de pratiques cohérentes alternatives, et qui, quand le régime sociotechnique est très structuré, très stable, on va dire verrouillé, a du mal à percer du coup au sein du régime dominant et du coup à se généraliser. Donc on est face à un verrouillage et à un problème de transition. Le paysage sociotechnique, lui, au-dessus, comporte des éléments globaux qui va influencer sur l'évolution de ce régime sociotechnique et du coup de ces pratiques. Donc ce cadre permet de décrire les processus sociotechniques qui vont influencer l'évolution des déterminants et des pratiques agricoles. Là où le cadre sur les déterminants est centré sur les pratiques agricoles, spatialise l'analyse, qui est important en agriculture, explicite les déterminants à des échelles micro, que le cadre de droite ne prend pas en compte, n'identifie pas, donc comme l'échelle d'exploitation et parcelle, et permet une analyse à un instant T, là où le cadre de droite décrit les processus. Donc on a bien deux cadres complémentaires. Maintenant, je vais vous présenter les résultats, donc les freins pour l'introduction de cultures mauvais hôtes. Donc, tout d'abord, au niveau de la parcelle, j'ai identifié qu'il y a une incompatibilité entre périodes de culture. On ne peut pas produire des tomates et de la cébette au même moment. Au niveau de l'exploitation agricole, il y a donc les savoir-faire des cultures mauvais hôtes les maraîchers du coup sur le territoire avaient peu de connaissances sur les savoir-faire, sur comment cultiver les cultures alternatives mauvais hôtes. Il manquait également de capital, de temps, d'équipement, de débouchés pour ces cultures mauvais hôtes, de main-d'œuvre qualifiée qui savait quand même déjà gérer ce type de culture, et de surface pour produire à la fois en quantité suffisante des cultures majoritaires et des cultures mauvais hôtes. Il y avait également des freins en termes d'objectifs personnalité, donc où on avait un certain nombre de maraîchers qui étaient centrés sur une production à bas coût en grande quantité. Pour eux, on ne pouvait pas gérer la production autrement, qui était centré sur des économies de court terme et qui avaient tendance à considérer le sol essentiellement comme un support de culture. C'est des éléments que je vais considérer comme étant des fixations. Au niveau du territoire des espaces connectés, donc j'ai identifié un certain nombre de parties prenantes, donc la R&D, les maraîchers, donc la production, l'aval de la filière avec les grossistes, les distributeurs et les consommateurs, l'amont de la filière avec les pépiniéristes, les fournisseurs d'intrants et les politiques publiques. Donc à ce niveau-là, il y a également un certain nombre de freins. Au niveau de l'ensemble des maraîchers, il y a un pouvoir faible de négociation avec l'aval, une utilisation forte du conseil des fournisseurs, alors que les fournisseurs d'intrants, alors qu'ils ont moins d'informations sur les techniques agroécologiques des conseillers publics, un désir d'indépendance assez fort. Là où, au niveau de l'aval, il y a des prix du coup changeants et relativement faibles, une demande concentrée sur un faible nombre d'espèces, une exigence de qualité qui est forte et qui peut du coup bloquer l'adoption de variétés, par exemple, alternatives qui auraient une qualité visuelle moins intéressante. Au niveau de l'amont, il y a un manque d'informations sur les intrants, en particulier, par exemple, sur
les porte-greffes et sur la résistance sur les résistances variétales de ces porte-greffes et les possibilités de faire des rotations de ces porte-greffes et de leur résistance. Au niveau de l'échelle globale, enfin, on a une forte compétition nationale et internationale donc, qui va influencer les prix et qui va les amener à des prix bas et fluctuants. Donc on a bien un ensemble de freins interconnectés. Une forte compétition influe sur les prix, le pouvoir faible de négociation et le désir d'indépendance du coup qui rentre en conflit avec une structuration des maraîchers sur des collectifs qui pourraient leur amener à avoir plus de pouvoir, donc contribue aussi à avoir des prix faibles et du coup un capital et une trésorerie faible qui va les conduire à privilégier des productions qu'ils connaissent bien et qui ont une forte rentabilité. Donc il y a également un certain nombre de ressources tout de même pour l'introduction de cultures moisottes. Donc au niveau de la R&D, il y a un fort réseau public et privé qui développe les connaissances sur les techniques agroécologiques alternatives, dont l'introduction de cultures moisottes. Au niveau du secteur bio, il y a des meilleurs prix, une plus grande tolérance sur d'autres qualités visuelles, un meilleur relationnel aussi, une meilleure communication entre les acteurs de l'aval et les maraîchers. Cependant, j'ai identifié aussi qu'il y avait une tendance à évoluer vers une structuration proche du système conventionnel pour ce qui est de l'aval du secteur bio. Et il y a l'interdiction des fumigants donc par les politiques publiques qui du coup facilite le fait de passer à des techniques alternatives dans la diversification des cultures. Enfin, au niveau objectif personnalité de l'exploitation agricole, on a plus de maraîchers qui considèrent que le sol est un organisme vivant et qui ont comme objectif, un de leurs objectifs centraux, la protection de l'environnement et de la santé humaine. Au niveau de l'échelle globale, on a une sensibilité environnementale croissante qui vient soutenir les deux derniers éléments que j'ai évoqués. Pour l'intégration des pratiques, je ne suis pas exhaustif, je vais centrer sur quelques éléments. On a un manque de connaissances sur les pratiques et leur intégration, donc à la fois au niveau des maraîchers, mais aussi au niveau de la R&D. Et on a comme fixation collective le fait que les acteurs de mon cas d'étude aient tendance à considérer que chacun doit faire son travail, donc un acheteur n'a pas à s'occuper des problèmes agronomiques de ses fournisseurs. Et le problème est vu comme à résoudre seulement au niveau de la production. Ce qui limite du coup un certain nombre d'actions collectives qui pourraient être menées pour mieux gérer ces problèmes des méthodes agricoles. Donc, comme ressources pour l'intégration des pratiques, j'ai identifié deux niches technologiques. Donc, une niche qui est une organisation collective autour de techniques de conservation des sols, et une autre qui est l'adaptation du label à haute valeur environnementale avec des critères donc centrés sur le sol qui pourraient permettre du coup de faciliter l'évolution des pratiques des maraîchers. Donc en bilan, du coup on a caractérisé, je vais caractériser les freins, les ressources, les parties prenantes et les processus sociotechniques, pardon. Ce qui m'a permis du coup de nourrir le processus de conception de solutions en mobilisant mobiliser ces ressources, ces parties prenantes, les connaissances des processus sociotechniques pour lever les freins identifiés. Ce qui m'amène à vous présenter les résultats de la co-conception de solutions pour une gestion agroécologique des nématodes agricoles. Ça correspond à la flèche bleue que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc, je vais commencer par vous donner une vision d'ensemble de cette activité de co-conception. J'ai réalisé deux ateliers avec deux groupes différents, mais principalement des maraîchers, afin d'initier un groupe de conception, de partager les connaissances, connaissances techniques, connaissances sur les freins, et d'explorer commencer l'exploration des solutions.
j'ai réalisé ce premier atelier grâce à une représentation évolutive d'une exploitation réelle qui a permis de l'exploration des solutions. Ensuite, j'ai réalisé un deuxième atelier avec une diversité de parties prenantes, donc 17 acteurs. L'objectif était de partager l'analyse socio-technique et de co-concevoir des innovations couplées. Donc là, je me suis appuyé sur un jeu sérieux pour réaliser ça. Et enfin, j'ai réalisé un troisième atelier où l'objectif était de co-concevoir des innovations couplées complexes, là aussi avec une diversité de 14 parties prenantes, et où on était basé sur un artefact avec des cartes d'action passées qui permettaient une représentation multi-échelle de cette conception, de cette innovation couplée complexe. Donc ça a permis de produire un certain nombre de sorties, donc des solutions qu'on va qualifier mono-échelle, des innovations couplées simples et des innovations couplées complexes qui intègrent des solutions et des innovations couplées simples. Le deuxième type de sortie sont des connaissances, donc des ensembles de connaissances, mais également des trous de connaissances. Maintenant, je vais vous présenter j'ai un focus sur la méthode que j'utilisais lors du deuxième atelier, donc, qui est le jeu sérieux Solach & Co, que j'ai développé. Et je vous présente le jeu sérieux car j'en ai fait un usage original dans ma thèse en agronomie. C'est un jeu qui a été utilisé du coup dans ce deuxième atelier. Donc le jeu donc a consisté du coup a permis de représenter les différents freins que j'avais identifiés. Et j'ai commencé par représenter les différentes parties prenantes principales, représenter les freins et ressources identifiées. Donc, par exemple, si les maraîchers se mettaient à tous produire des cébettes, donc une culture alternative bourg-azote, ils allaient du coup vendre une grande quantité de cébettes au premier metteur en marché, qui allait lui chercher à les vendre au marché global. Le marché global avait une limite de quantité de cébettes qu'il peut acheter. Comme il se passe en réalité, il ne peut pas vendre à un moment, le marché est saturé. Et donc du coup, peut-être le premier tour, les maraîchers allaient pouvoir vendre leurs cébettes. Mais le deuxième tour, vu qu'au premier tour, le marché global aura refusé des cébettes au premier metteur en marché. Au deuxième tour, le premier metteur en marché va également refuser d'en acheter aux maraîchers, donc ils vont se retrouver avec des invendus. Et donc ils vont avoir tendance à retourner vers des cultures plus classiques. C'est un exemple de représentation de frein. J'ai mobilisé ce jeu de rôle avec une inversion de rôle. Donc les non-maraîchers ont joué des maraîchers et les maraîchers ont joué des non-maraîchers. Donc on a par exemple des metteurs en marché qui ont joué des rôles de maraîchers. Donc ce qui a permis de défixer les participants. Ça a également permis, grâce à l'aspect ludique du jeu, de faire un brise-glace et donc de faciliter la coopération entre les acteurs. Et ça a permis d'initier l'exploration de solutions car les joueurs pouvaient expérimenter des solutions alternatives au sein du jeu. Maintenant, j'en viens aux innovations couplées produites lors de la succession d'ateliers. Donc, tout d'abord, les innovations couplées pour l'introduction de cultures mauvaisotes. Je n'ai pas été exhaustif, mais je vais vous donner un exemple de construction d'innovation couplée. Donc, tout d'abord, lors du premier atelier, a été suggérée l'idée d'associer une culture d'ail et une culture de tomates. Ça peut être considéré comme une solution mono-échelle au niveau du système de culture. Voilà aussi qu'on a identifié un trou de connaissance. En fait, on ne sait pas vraiment si l'ail, si une association avec tomate est efficace contre les nématodes. On fait l'hypothèse car car on sait que la culture d'ail ou l'extrait d'ail est nématotoxique. Une deuxième solution a été proposée au niveau du système agroalimentaire territorial et sectoriel, celle de négocier un échange de planification avec le metteur en marché
pour que le maraîcher qui jusque-là ne cultivait pas d'ail puisse le cultiver et le commercialiser à ce metteur en marché. Donc en échangeant une planification d'ail avec le producteur qui était jusque-là le producteur qui produisait l'ail pour ce metteur en marché. On a là du coup un exemple d'innovation couplée simple au niveau du système agroalimentaire territorial et sectoriel. Simple car constitué de peu d'éléments. Et il va se concentrer sur un ou un nombre limité de freins. Donc on était sur innovation couplée, donc c'est un exemple d'innovation couplée simple, donc car il y a un faible nombre d'éléments et puis ça va attaquer un faible nombre également de freins. Donc cette négociation d'échange de planification, donc elle peut permettre d'introduire d'autres cultures mineures mauvaises hôtes comme le radis. Et une autre idée était de passer par la location de parcelles. Donc un maraîcher spécialisé en tomates, par exemple, peut aller louer une parcelle chez un maraîcher un maraîcher spécialisé en tomates peut louer une de ses parcelles à un maraîcher spécialisé en radis, qui va du coup introduire sa culture de radis dans son système de culture et ainsi le diversifier. Je vais vous présenter également certains éléments, comment est-ce que j'ai mobilisé la traque. Donc là, on a l'idée de l'utilisation d'une serre mobile, donc qui va permettre d'accroître la surface cultivée et sous abri et d'introduire du coup des cultures alternatives. Par exemple, on pourrait utiliser la serre mobile donc, du coup, pour introduire ces cultures à mineures mauvaises hôtes. À ceci près, donc, que serre mobile représente un coût d'investissement important. Là, on a un exemple d'une innovation couplée, simple, au niveau de l'exploitation. Notre idée issue de la traque est la restructuration de filières, donc par exemple autour d'un cahier des charges centré sur des bonnes pratiques de gestion du sol, sur la restauration d'une bonne qualité de sol, et qui comporterait des éléments sur la diversification des cultures et du coup favoriser l'introduction de cultures mineures mauvaises hôtes. Au niveau de l'atelier 2, il a été suggéré qu'il y ait une collaboration entre des maraîchers avec et sans nématode à gale, fournissant au même metteur en marché. Ce qui avec cette idée de négocier un échange de planification, pourrait permettre l'idée ce serait que les metteurs en marché prennent en compte l'aspect agronomique dans leur planification, en jouant sur les hétérogénéités qu'ils ont au sein de leur pool de fournisseurs, donc avec des maraîchers qui ont des méthodes et des qui n'en ont pas. Notre idée est l'introduction de cultures majeures mauvaises hôtes, qui pourraient être couplées avec des pépiniéristes qui accompagnent le choix de variétés par rapport aux problèmes de bioagresseurs que rencontrent ces maraîchers. Enfin, au niveau de l'atelier 3, du coup, on a repris ces différentes idées et on est parti de l'identification de problèmes et risques posés par les idées précédentes. Par exemple, on peut effectivement mettre en place cette combinaison d'actions, mais qu'en est-il de la commercialisation de ces cultures mauvaises hôtes, l'ail et le radis? Les pépiniéristes pourraient faire cet accompagnement, mais actuellement, ils n'ont pas forcément les ressources en termes de connaissances. Donc, comment passer outre ça? Donc, pour cette question des ressources, il a été suggéré que des acteurs de recherche et développement accompagnent les pépiniéristes, du coup, dans donc forment les pépiniéristes à ce type de connaissances, ou sinon, soit présent, ou se substitue soit présent lors de l'achat du maraîcher, ou vraiment qu'ils fassent un travail de sensibilisation des maraîchers sur cette question de la rotation, en particulier des porte-greffes, des variétés de porte-greffes. Une autre idée était
donc, qui a été suggéré, et d'adapter le label à haute valeur environnementale et de faire en sorte qu'un grand groupe commercialise principalement des légumes avec ce label-là, ce qui permettrait de faciliter du coup l'introduction. Donc si dans ce label HVE il y a des critères qui concernent la diversification des cultures, le fait qu'un grand groupe commercialise principalement des légumes avec ce label HVE adapté permettrait de faciliter le fait qu'il y a de plus en plus de maraîchers qui introduisent ces cultures mineures dans les autres. Donc cela pourrait être organisé par France Agrimaire, par exemple. Enfin, pour ce qui est de la commercialisation, il pourrait y avoir une reconquête de certains marchés au niveau provençal, donc comme l'oignon provençal par exemple, oignon culture mauvaise hôte, et cela pourrait être facilité par le GFL. Donc, au niveau du système de production, donc il faut un besoin de coordonner les différentes actions donc, au niveau du système de culture et la mobilisation des marges de manœuvre, des options au niveau du système agroalimentaire territorial et sectoriel. Pour ce qui est de l'intégration des pratiques, donc je reprends la combinaison de solutions proposées précédemment et j'en amène de nouvelles. Donc, il a été suggéré d'autoproduire des amendements au niveau du système de production, au niveau de l'exploitation. Donc, mobiliser par exemple les haies ou des surfaces en plein champ qui pourraient produire des engrais verts pour permettre d'introduire, d'amener des amendements en vrac. D'autres idées qui ont été suggérées et de mobiliser les CUMA pour apporter des matériels qui pourraient manquer, comme un épandeur d'amendements en vrac, travailler sur des réseaux microparcelles, sur le développement de ces nouveaux systèmes de culture dans des réseaux microparcelles pour développer les connaissances adéquates, et de mobiliser une écotaxe sur les légumes pour accompagner financièrement les producteurs dans la transition vers des nouveaux systèmes de culture, puisqu'il y a toujours un risque important et souvent des pertes économiques. Donc, on voit bien là qu'on a une innovation couplée complexe qui combine un certain nombre de solutions simples, d'innovation couplée simple, et qui a la caractéristique d'attaquer du coup s'attaquer vraiment au verrouillage, donc pas seulement à un nombre limité de freins, mais vraiment au verrouillage que l'on a identifié. On va maintenant à la discussion. J'ai proposé une reformulation du concept d'innovation couplée. Donc avec ma définition qui est que la conception d'innovation couplée, une conception coordonnée de solutions entre échelles et ou acteurs qui ensemble font innovation. Et ça me permet d'aborder le problème du coup aux différentes échelles et en mobilisant les différentes parties prenantes, toutes les parties prenantes du système alimentaire territorial et sectoriel, sans me fermer la porte aux non innovants. Des solutions, je disais, les solutions peuvent ne pas être innovantes, mais ensemble faire innovation. J'ai eu une approche qui est centrée sur le changement de pratique, donc en tant qu'agronome. Je pense que cette approche peut être mobilisée pour d'autres changements à d'autres niveaux, donc au niveau, par exemple, de la commercialisation, de la consommation, etc. J'ai posé un cadre conceptuel et analytique qui est centré sur les pratiques, donc avec deux cadres complémentaires, un cadre qui explicite les déterminants, qui spatialise, le cadre de gauche, et un cadre qui explicite les processus, le cadre de droite. En perspective, je dirais qu'il faudrait confronter ce cadre à d'autres cas d'études et le faire ainsi évoluer en fonction de ce qui en ressort. On pourrait par exemple hybrider le cadre que je propose avec d'autres cas d'analyse comme celui du Réal et Gaëtan Crémachy. Je pense aussi qu'on
on peut adapter ce cas d'analyse à des problèmes qui sont transsectoriels. Dans ce cas, on parlerait de système agroalimentaire territorial et non pas territorial et sectoriel comme je l'ai fait dans ma thèse. Ensuite, j'ai présenté une méthode de co-conception d'innovation couplée, donc qui articule 4 dispositifs pour l'accompagnement au changement de pratique par la conception. Ça, c'est un des apports de ma thèse. J'ai identifié un certain nombre de limites au dispositif que j'ai proposé. Et donc, du coup, je propose en perspective, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme méthode. Donc, tout d'abord, je pense qu'on pourrait co-construire le problème avec les acteurs. Donc, là, dans mon travail de thèse, c'est nous, la R&D, qui avons amené le problème. Donc, si on co-construisait avec l'ensemble des acteurs, il y aurait plus de chances pour que ces acteurs soient que les mêmes acteurs pardon, suivent tout le processus. Alors que moi, j'ai eu beaucoup d'acteurs j'ai eu beaucoup de renouvellement d'un atelier sur l'autre. Donc ensuite, faire une analyse socio-technique avec une phase initiale, une phase d'affinage comme je le présentais, mais en commençant par un atelier de conception comme le premier que j'ai posé avec tous les acteurs pour identifier rapidement les freins, les différents éléments d'une analyse socio-technique et pouvoir ensuite utiliser les enquêtes et les observations participantes de manière ciblée pour compléter cette pré-analyse. Ensuite, cette analyse pourrait nourrir une track, mais une track parallèle entre l'identification d'innovation couplée, entre l'identification d'innovation au niveau du système de culture et l'identification d'innovation supra-parcelle au niveau de l'exploitation et du système agroalimentaire territorial et sectoriel. Donc ça, alors que moi, je suis parti de système de culture que je savais innovant, mais qui était quand même connu par la R&D. Donc, ça permettrait vraiment d'explorer des nouveaux systèmes de culture et quels éléments aux autres échelles ont permis aux praticiens de systèmes de culture de les mettre en place. Enfin, je proposerai une activité de conception et évaluation de solutions. Donc moi, la volet évaluation a été relativement faible dans ma thèse. Et donc là, je proposerai du coup d'avoir un atelier 1, donc comme j'en parlais juste avant, une co-conception du jeu, donc avec une co-conception de ce jeu avec les acteurs, alors que moi je l'ai construit par moi-même, on va dire. Là, on pourrait s'inspirer des travaux de Commode. Ensuite, atelier 2 basé sur ce jeu, atelier 3 comme j'ai réalisé dans ma thèse. Puis ensuite avoir un atelier projet donc qui permettrait de sélectionner les pistes de solutions prometteuses et un atelier prototype qui viserait du coup à vraiment construire des prototypes à partir de ces concepts d'innovation couplée qui soient applicables dans la réalité. Et avec une évaluation robuste qui serait menée entre ateliers. Donc, il ressort de ma thèse un certain nombre d'apports opérationnels aux acteurs, des évolutions des connaissances et des représentations de ces acteurs, des évolutions en termes de réseau d'acteurs, il y a sur ces ateliers, des nouveaux acteurs sont rentrés en contact, et un certain nombre d'idées, de solutions et de projets. Comme par exemple, l'idée de la valorisation de la biomasse produite sur l'exploitation, et l'idée de favoriser la coopération. Donc là, c'est vraiment une idée à opérationnaliser, je pense, sur mon terrain. Donc on pourrait passer par poser la santé du sol comme un bien commun, mettre plus en valeur les success stories de coopération qui fonctionnent, et jouer sur des institutions qui permettent de renforcer la confiance dans des dynamiques coopératives pour lever ce blocage qu'ont les acteurs de mon territoire à mener des actions collectives. Donc en conclusion, j'ai répondu à ma première et troisième hypothèse heuristique. Donc oui, l'accompagnement du changement de pratique peut être abordé comme un problème de conception d'innovation couplée, qui peut être réalisé en combinant les 4 dispositifs que j'ai utilisés dans ma thèse. Ça permet de produire une diversité de concepts de solutions prometteuses. C'est pas forcément la meilleure manière de faire. J'en ai proposé une nouvelle juste avant.
Et enfin, pour ma deuxième hypothèse heuristique, donc oui, le changement de pratique vers une gestion agroécologique des bioagresseurs telluriques en maraîchage sous abri, en circulant et confronté à un ensemble de freins de la parcelle à une échelle globale, freins interconnectés. Et ces freins peuvent être dépassés par la conception et l'implémentation d'innovations couplées. J'ai montré qu'on pouvait imaginer un certain nombre de solutions prometteuses. Je les ai pas évaluées et je n'ai pas suivi leur implémentation. Voilà, donc je remercie à tous ceux qui ont contribué à cette thèse et vous à votre attention malgré les petits problèmes techniques. On place aux échanges. J'ai remis le lien là de ma soutenance de thèse intégrale où il y a les questions également et le lien vers mon manuscrit qui sera disponible le 15 avril.